Et je crois qu'on est des millions à vouloir plus de justice fiscale et mettre plus d'argent sur le climat, sur les hôpitaux, sur l'emploi. Avant d'expliquer comment on peut dégager des nouvelles ressources pour lutter contre le dérèglement climatique, pour donner de l'argent aux hôpitaux sans taxer monsieur et madame tout le monde, je voudrais peut-être rester une minute sur l'état des lieux de la planète finance. On n'en parle pas beaucoup parce que le virus aujourd'hui occupe tout l'espace médiatique et c'est normal, c'est l'urgence, sauver des vies, sauver des emplois, mais il est très probable qu'on va avoir une nouvelle crise financière. Il y a 1 an et demi, avant que le virus ne débarque, une enquête auprès de 400 économistes américains disait que la plupart pensaient qu'il y avait une grosse récession en 2020, que Donald Trump n'arriverait pas à la repousser pour 2 raisons. Ça, c'est les marchés financiers. Je ne sais pas si vous voyez. Encore avant-hier, le Dow Jones a battu un nouveau record. La dernière fois qu'il y a eu une crise financière, en 2008, le Dow Jones était monté à 14 000 points. 14 000. Hier, on était à 31 200. Voilà. Donc, les marchés financiers, là, en février 2021, sont à plus du double, plus du 2 fois pire que la dernière fois qu'ils s'étaient scratchés, tombant de 14 000 à 7 000 points. Par ailleurs, on pourrait se dire, après tout, c'est juste la finance, tant pis pour eux, ils ont spéculé, ils vont le payer. Mais le problème, c'est que l'économie réelle va très mal. Sur les 400 économistes interrogés, plus de 80% pensaient qu'on allait vers une récession plus grave que 2008, ce que dit aussi le FMI, la Banque mondiale. C'est parce qu'on a un niveau de déséquilibre terrible. Ça, c'est la dette totale, privée et publique aux États-Unis depuis 1950, la dette privée et publique. Donc, avant le virus, Donald Trump disait « Regardez, j'ai une croissance à 2,5%. 2,5%, c'est mieux que l'Europe. Mais pour avoir une croissance du PIB de 2,5%, la dette privée et publique, la dette totale, la dette des familles, des entreprises, des États, avait augmenté de 12% du PIB. Voilà. Il fallait 6 doses de dette supplémentaires pour avoir 1 dose de croissance. C'est un peu comme si votre voiture roule, mais qu'il faut mettre 1 litre d'huile tous les 300 mètres. Vous allez dire, OK, elle roule, mais il y a un problème si elle mange 1 litre d'huile tous les 300 mètres. Donc, vous voyez, cette courbe est terrifiante et la courbe en Chine est la même. Je ne vais pas vous assommer trop de courbes, mais c'est quand même bien de se dire que déjà, avant le virus, on était dans un monde complètement en déséquilibre où il fallait toujours plus de dettes pour moins de croissance. Et cette courbe, quand même, peut donner l'optimisme parce qu'on voit aussi que jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, c'est la courbe de la Réserve fédérale, mais c'est quand même compliqué de ne pas voir qu'il y a eu 2 périodes très différentes. Avant 80, c'est l'arrivée de Ronald Reagan. On voit qu'il y a eu 35 années où il n'y a eu aucune crise financière, et où il n'y avait besoin ni de dette privée, ni de dette publique. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un modèle équilibré où on a une prospérité qui est assez bien partagée, de la croissance à l'époque, et sans avoir besoin de cette fuite en avant. Et pourquoi est-ce qu'on a eu 35 ans où il n'y avait pas besoin où il n'y a eu aucune crise financière, c'est notre sujet du jour, et où il n'y a pas besoin de cette fuite en avant? C'est parce qu'on tenait bon sur ce que Roosevelt avait proposé avant même Bretton Woods. Bretton Woods, où on prend 3 semaines pour reconstruire le système financier après la crise de 29. Mais Roosevelt, la première chose qu'il fait avant Bretton Woods, c'est Philadelphie. C'est un texte magnifique où on voit là, c'est que des hommes plus la ministre du Travail. Il n'y a qu'une femme, mais elle a un rôle très important. Et avant de convoquer Bretton Woods, la première chose que fait Roosevelt, c'est priorité à la justice sociale. Il faut dans chaque pays et dans le commerce mondial des règles sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur la justice sociale. Tous ceux qui avaient connu la crise de 29 pensaient qu'il fallait reconstruire le système monétaire et financier, mais d'abord rappeler qu'il fallait des règles sociales. Et tant qu'on tenait bon sur Philadelphie, tant qu'on tenait bon sur ce texte, vous le voyez, Roosevelt et les autres, il n'y avait pas besoin de dette. Et puis, Ronald Reagan arrive, et on en vient tout de suite à la finance. Ronald Reagan et Margaret Thatcher arrivent, c'est le tournant néolibéral. On explique que toutes ces règles sociales, c'est vieux jeu, c'est le début du goulag, c'est un système stalinien. On laisse le marché libre fonctionner. Et dans le contexte de chômage de masse, la négociation sur les salaires est complètement déséquilibrée. Dans tous les pays occidentaux, ce qui va au salaire diminue considérablement. Et on pousse les gens à s'endetter. On va donner par la dette privée. On va dire aux gens, tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux acheter une voiture. Et ce qu'on ne donne pas par le salaire, on le donne par la dette privée. Et en même temps, on baisse les impôts sur les plus riches qui fait de la dette publique. Et donc, on voit comment il faut toujours plus d'argent pour maintenir de la croissance. Et on voit comment des sommes considérables, j'arrête là sur le diagnostic, quand la part des salaires, c'est les chiffres de l'OCDE,
quand la part des salaires, la courbe en rouge, c'est pour l'ensemble des 15 pays occidentaux, diminue de 10% du PIB en 30 ans, c'est au total 150% du PIB, 150% du PIB en 30 ans, qui aurait dû aller aux salariés, qui auraient dû aller aux caisses de sécurité sociale, aux caisses de santé, aux caisses de retraite et qui sont partis vers les marchés financiers. Donc, on voit des marchés financiers qui sont devenus exubérants et qui, pour l'essentiel, ne fonctionnent plus pour l'économie réelle. Quand j'étais petit, les marchés financiers étaient au service de l'économie réelle. Une entreprise qui voulait grandir émettait des actions, elle avait des gens qui prenaient des risques pour la financer. Les marchés financiers étaient un peu de spéculation, mais pour l'essentiel, au service du développement de l'économie réelle. Aujourd'hui, toutes les études montrent que les marchés financiers sont plutôt un aspirateur à valeur ajoutée. Donc, je reviens dans 30 secondes à la taxe sur les transactions financières, mais il est fondamental de comprendre que même s'il n'y avait pas eu le virus, donc d'abord, on sauve les meubles avec le virus, avec le vaccin, mais de toute façon, il faut repenser le système économique. On est dans un monde de plus en plus instable et il n'y aura aucun retour à la prospérité si on n'est pas capable de retrouver l'esprit de Philadelphie, de remettre en place des régulations sociales. Ça n'a pas empêché le dynamisme. On a gardé la force du capitalisme, la force d'innovation des entreprises, mais avec des règles sociales dans chaque pays et dans le commerce mondial qui ont permis une prospérité stable. Et donc, cette taxe, elle servirait à quoi très concrètement? Parce que imaginons qu'on puisse la mettre en œuvre à l'échelle européenne, par exemple. D'abord, elle servirait à quoi? À financer quoi? Et ensuite, deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'instaurer une taxe en Europe ne plombe l'attractivité des places européennes face à leurs concurrents asiatiques, américains, même anglais depuis le Brexit? Alors, plein de questions. D'abord, comment ça marche? Deux questions. La taxe sur les transactions financières, c'est tout simple. Quand vous et moi, on fait nos courses, on paye de la TVA. L'autre jour, je montrais à Mme von der Leyen, la présidente de la commission, j'ai dit quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20% de TVA, et j'ai montré une boîte de raviolis en disant même les plus pauvres qui doivent payer de la TVA pour manger. 5,5%, tout le monde doit contribuer au financement des écoles, des services publics, de la justice. Voilà. Tout le monde, dans tous nos pays, paye des impôts et en particulier la TVA. Par contre, sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0%. 0,0. Voilà. Donc, en 2011, la commission Barroso, suite à plein de gens qui avaient proposé cette idée, la commission Barroso avait proposé de créer une taxe sur les transactions financières. Donc, ce n'est pas une idée de gauchiste. Barroso, depuis, il est parti chez Goldman Sachs. Voilà la proposition de directive. Tout est prêt. Vous voyez, donc, ce n'est pas juste la gauche alternative avec le couteau entre les dents qui va tuer les banquiers. Monsieur Barroso disait les banques ont reçu 4 000 milliards d'aides pour la crise de 2008. Les banques ne payent pas de TVA, c'est marqué noir sur blanc, ont une énorme exonération. Donc, M. Barroso proposait de créer une petite taxe, 0,1%, 0,1 sur les actions et 0,01 sur les obligations. Donc, c'est tout petit, mais à chaque fois que quelqu'un achète une action, il paye 0,1 et à la fin de l'année, on aurait 80 milliards. M. Barroso disait, ça nous ferait 80 milliards d'euros. Avec le Brexit, on n'a pas perdu 30% de l'assiette, mais les marchés financiers vont très bien. Voilà l'évolution réelle de l'évolution des volumes. Je vous ai montré tout à l'heure les niveaux atteints par les marchés financiers, mais en 2020, l'économie réelle allait très mal, les hôpitaux sont à deux doigts du chaos, mais d'après les chiffres de l'autorité des marchés financiers, les volumes échangés en 2020 sont 45% plus importants que quand Barroso a fait ses calculs. Donc, c'est pour ça que le Parlement européen, je suis rapporteur général du budget, vous l'avez dit, je m'exprime au nom de 68% des députés. Il n'y a que le Front National qui a voté contre, il vote contre tout. Mais 68% des députés, droite et gauche confondus, disent oui, on peut demander un petit effort à ceux qui ne payent jamais, 0,1% sur les actions, 0,01 sur les obligations. Et ça rapporterait 57 milliards chaque année, 57 milliards. Ça permettrait deux choses fondamentales. Rembourser le plan de relance. Vous savez qu'il y a un plan de relance. La France va recevoir 40 milliards. Là, quand M. Castex ou M. Macron disent qu'il y a un plan de relance français, ils disent que 40 milliards sur les 100 milliards viennent de l'Europe, et c'est très bien. Mais la France va rembourser 67 milliards. Comme la France est un des pays les plus riches, elle a accepté de payer plus que sa part. Donc, la question est de savoir les 67 milliards que la France va rembourser. Est-ce qu'on va augmenter les impôts? Vous et moi, Michel, on va devoir payer plus d'impôts. Est-ce qu'on va couper dans le budget des retraites? Bruno Le Maire nous dit qu'il faudra faire une réforme des retraites. Ou est-ce que c'est la taxe sur la spéculation qui permettra de rembourser le plan de relance et la France n'aura pas à rembourser les 67 milliards? Moi, mon but, avec tous mes collègues députés européens, c'est de dire la France va gagner 40 milliards, mais n'aura rien à rembourser. Et les 67 milliards resteront en France pour les hôpitaux, pour les retraites. Voilà. Ce serait quand même plutôt bien que les 67 milliards n'aient pas à être remboursés par la France. Donc, premier objectif du Parlement, quand il dit qu'il faut taxer la spéculation, c'est rembourser le plan de relance. Et deuxièmement, financer le climat. Derrière moi, il y a une maison d'une forêt qui brûle. Le dérèglement climatique
Beaucoup de gens pensent qu'avec la crise économique, on peut oublier un peu le climat. Mais hélas, l'an dernier, à cause des feux de forêt, 440 morts en Australie, 440 morts dans les feux de forêt en Australie. Le CO2 l'an dernier, le CO2 lié directement à l'activité économique a un peu baissé, mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur que ça fait plus que compenser. Voilà. Donc, il est urgent d'agir. Encore aujourd'hui, au Conseil des ministres, la France présente son projet sur le climat et tout le monde, le Comité économique et social, les climatologues disent c'est pas du tout à la hauteur. Ce matin, Barbara Pompili disait sur France Inter, on peut pas rendre obligatoire l'isolation des maisons parce qu'on ne sait pas comment la payer. Donc, ce qu'on dit, c'est justement on peut rendre obligatoire, dire que dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées et que tout le monde recevra une aide. Si vous devez isoler là où vous habitez avec votre famille, moi, mon but, c'est que tout le monde reçoive une aide et que au moins la moitié si vous devez isoler votre maison, isoler vos bureaux, au moins la moitié de la facture soit payée avec une aide qui vient de Bruxelles et pour les ménages les plus modestes, que 90% ou 95% des travaux d'isolation soient payés. Donc oui, c'est possible. Si Barroso l'a proposé, c'est possible. Et peut-être grâce à notre travail du Parlement, peut-être grâce à ma grève de la faim, la Commission européenne au mois de décembre a dit on n'a pas besoin de l'unanimité. On peut avancer même seulement avec 10, 12, 15 pays, ce qu'on appelle une coopération renforcée. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Europe, c'est indémerdable, qu'on n'y arrivera jamais parce qu'il faut l'unanimité. On nous a dit ça 20 fois. C'est faux. Il y a des domaines où l'unanimité s'impose, mais il y a plein de sujets sur lesquels on peut avancer sans l'unanimité. Par exemple, Schengen, le fait qu'on va d'un pays à l'autre sans avoir des frontières. Au début, on a commencé avec 5 pays dans Schengen, puis 8, et maintenant on est 26. Sur la monnaie unique, on n'a pas attendu l'unanimité. Donc oui, il est possible de mettre en place une petite taxe sur la spéculation, même s'il n'y a que 10 ou 12 pays qui le veulent. Et dernière réponse à votre question, est-ce que ça va faire fuir les capitaux? Non. En France, déjà, il y a une toute petite taxe sur les transactions financières qui ne concerne que les actions et pas les obligations ou les produits dérivés. Donc, ça ne concerne que 1% des volumes. Mais par contre, elle est plus importante que ce que propose le Parlement. Le Parlement veut une taxe à 0,1 sur tous les volumes. En France, elle est seulement sur les actions des grands groupes, mais elle est à 0,3%. Et Bruno Le Maire disait l'autre jour qu'elle avait rapporté beaucoup en 2020. Donc, la taxe existe en France. L'assiette, la surface est beaucoup trop petite, mais elle est 3 fois plus importante que ce que propose, voilà, et ça n'a pas fait fuir les capitaux. Donc, encore une fois, et de l'autre côté des États-Unis, l'équipe de Biden réfléchit aussi à taxer la spéculation pour trouver des moyens. Alors, vos arguments semblent imparables. Vous avez la grande majorité des députés européens qui vous suivent. Barroso, Bruno Le Maire, pourquoi c'est pas déjà… Non, Bruno Le Maire n'est pas d'accord, justement. Hélas, Bruno Le Maire… Bruno Le Maire dit qu'il y a déjà… Il apporte la preuve, en fait, je le trouve assez paradoxal pour être gentil. On a eu des débats en petit comité avec Bruno Le Maire et il y a des ministres du gouvernement français qui demandent à Bruno Le Maire d'évoluer. Mais aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire et c'est la France qui bloque. Je suis triste de le dire, mais j'ai publié il y a quelque temps la lettre du ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel, qui dit l'Autriche veut relancer la négociation sur la taxe sur les transactions financières. Le projet, la vision française fait que 99% des volumes ne sont pas taxés. 99% des volumes ne sont pas taxés. Et le ministre autrichien conclut en disant si c'est la vision française qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Voilà. Donc, hélas, tout le monde sait que, soyons clairs, ça n'est pas la baguette magique, mais on pourrait avoir 57 milliards chaque année. 57 milliards, ça fait quand même pas mal de maisons isolées, pas mal de création d'emplois. Ça permettrait de rembourser le plan de relance. Et aujourd'hui, dans les pays qui comptent, l'Allemagne est très favorable. Angela Merkel, en 2014, était allée à Londres parce que les Anglais bloquaient tout et Merkel avait dit « shut up, il y en a marre de votre veto ». Les Anglais avaient maintenu leur veto. C'est pour ça qu'on est parti sur l'idée d'un groupe avancé, d'une coopération renforcée. Et aujourd'hui, hélas, c'est la France qui dit « OK, mais juste pour la toute petite ETF qui ne rapporterait que 3 ou 4 milliards chaque année au lieu de 57 milliards ». Quels sont les arguments avancés par Bruno Le Maire pour refuser Il faut lui demander. Non, mais j'imagine que vous les avez déjà entendus, comme il n'est pas non, hélas. Non, c'est un vrai problème. C'est que malgré la démission de Nicolas Hulot, le lobby, parlons franchement, Nicolas Hulot, quand il démissionne, il dit que Emmanuel Macron était gentil avec lui, mais qu'il y a un lobby du pétrole qui veut continuer à vendre du pétrole et un lobby financier qui ne veut pas taxer la spéculation. Et quand j'ai fait ma grève de la faim, Nicolas Hulot, dès le 2e jour, était là par Facebook pour me soutenir, pour nous soutenir. Et Nicolas Hulot fait partie des gens. On a des gens très différents. On a en même temps le conseiller climat du pape François et des francs-maçons. On a un des plus grands banquiers belges est venu, Bruno Coleman est venu pour nous soutenir. En Belgique, on a les 5 familles politiques les plus importantes, en gros, sauf l'extrême droite, qui sont d'accord, alors que la Belgique avait bloqué la négociation il y a 5 ans. Et maintenant, le gouvernement belge dit oui, on peut avancer sur la taxe sur la spéculation. Et hélas, vraiment, certains vous disent que c'était pas mieux sous François Hollande, d'ailleurs. François Hollande comme Emmanuel Macron, Bruno Le Maire comme Michel Sapin se font les porte-parole du lobby financier. C'est vraiment, j'en suis triste.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre combat au regard on en a parlé au début de cette émission, au regard de l'automatisation, de la numérisation, de la décentralisation de la finance, l'apparition de nouveaux assets, les crypto-monnaies. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre combat au regard de cette désintermédiation massive et du rôle de l'État qui diminue de plus en plus et des intermédiaires traditionnels? Ce que disait Cyril, je n'ai pas eu le temps de tout écouter. Puis là, j'étais dans une autre réunion, mais un ami écoutait, m'envoyait des messages. Mais de mémoire, en gros, quand même, les crypto-monnaies, c'est super intéressant. Il y a quand même un côté spéculation un peu flippant. Et je crois que c'est 0,2% des volumes. Voilà. Donc, n'exagérons pas. Évidemment, c'est très intéressant. Voilà. Mais en gros, quand même, aujourd'hui encore, sur les marchés financiers, à Paris, à Francfort, à Milan, il y a encore des centaines de milliards qui sont échangés. Donc, encore une fois, ce n'est pas la baguette magique, mais je ne vous dis pas que ça réglerait tous les problèmes. Mais d'après la Commission européenne, et l'autre jour, j'ai montré à la ministre allemande les 1500 pages de l'étude d'impact. Je lui ai dit, mais enfin, Bettina, qu'est-ce qu'on attend? Ça y est, il y a eu 1000, tout le monde a étudié, plein d'experts très différents ont bien montré que non, il n'y aurait pas de fuite, parce qu'il y a un double système de protection qui fait que si les banques travaillent, puis il y a 12, 13, 14 pays qui veulent avancer, les banques qui sont situées dans ces 12, 13, 14 pays devront payer la taxe et que ça n'est pas compliqué, ça ne va pas les tuer et ça ne va pas faire une évasion fiscale. Voilà, il y a des moyens. Donc, la seule chose qui bloque aujourd'hui, donc les crypto-monnaies ne seront pas taxées peut-être au début, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait quand même avoir 57 milliards. Et par ailleurs, le Parlement européen propose d'autres solutions pour compléter, pour avoir plus d'argent sans taxer les citoyens, une taxe carbone aux frontières, une petite taxe sur le digital, où je pense, comme le disent Piketty et Zucman, qu'on peut aussi taxer les milliardaires. Je ne parle pas des gens qui ont 1 million ou 1,5 million de côté, ceux qui ont bien gagné leur vie. En France, on parle toujours de celui qui a une maison à l'île de Ré dont la valeur a pris. Voilà. Mais Piketty et Zucman montrent que le nombre de milliardaires, le nombre des gens qui ont 1 milliard d'euros, a triplé en 10 ans. Voilà. Et donc, Gabriel Zucman et Thomas Piketty, qu'on peut peut-être leur demander une petite contribution. Voilà. Et là aussi, ce débat revient aux États-Unis. L'intérêt, c'est que des deux côtés de l'Atlantique, on cherche des moyens pour avoir une action politique plus importante pour les chercheurs, pour les hôpitaux, pour agir pour le climat, pour agir pour l'emploi, pour les petites entreprises, sans taxer les citoyens. Les gilets jaunes, on les a vus en France, mais les images ont fait le tour du monde. Donc, ce n'est pas à monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas des gens qui gagnent 800 € par mois qui doivent payer le plan de relance. Quand Bruno Le Maire dit qu'il faudrait faire un plan de relance, un plan sur les retraites, pardon. Quand Bruno Le Maire dit que pour rembourser le plan de relance, il faudra faire une réforme des retraites, y compris au sein du gouvernement, il y en a qui disent, Bruno, peut-être que ce n'est pas la priorité, la réforme des retraites. Je rappelle qu'en France, un retraité gagne 1 400 € par mois, 1 400 par mois en moyenne. Un trader chez BNP est à 24 000 par mois sans compter les bonus. BNP dit, venez chez nous, c'est 24 000 par mois. Donc, peut-être qu'on peut demander un effort un peu plus important à ceux et celles qui gagnent 24 000 par mois plutôt qu'à ceux qui sont 1 400. Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, c'est en référence au New Deal de Roosevelt. Tout le monde dit que cette crise est la plus grave depuis 1929. Quand Roosevelt arrive, des millions d'Américains étaient dans la mouise, des millions d'Américains n'avaient plus le moral. Et Roosevelt fait la preuve avec son New Deal, avec sa Nouvelle Donne, qu'on peut créer des millions d'emplois. Il n'a pas tué les banquiers, il n'a pas tué les traders, mais il a fait la séparation des banques pour calmer la spéculation. Il a fait un impôt fédéral sur les bénéfices. Roosevelt s'est donné les moyens de tripler le budget fédéral. Il n'a pas changé 1%. Roosevelt va tripler le budget fédéral pour créer des millions d'emplois. Et au moment où l'Europe va vers la barbarie, Roosevelt a sauvé la cohésion sociale et sauvé la démocratie et s'est donné les moyens d'arriver à un budget à l'équilibre. S'il n'y avait pas eu Pearl Harbor et l'entrée en guerre, les réformes fiscales mises en place par Roosevelt permettaient d'avoir un budget à l'équilibre tout en l'ayant triplé. Donc en Europe aujourd'hui, est-ce qu'on comprend qu'on est à 2 doigts du chaos, que même si on arrive grâce à nos chercheurs, grâce aux vaccins, grâce aux hôpitaux qui tiennent bon, même si on arrive à éteindre l'incendie du virus, je l'ai dit tout à l'heure, on était dans un monde déjà complètement déséquilibré. Après 2008, tout le monde avait dit on va tout changer, on va réguler la finance. Et aujourd'hui, comme le dit Stiglitz, on n'a rien changé, on a déplacé les fauteuils sur le pont du Titanic. Voilà. Donc, est-ce que la crise est assez grave pour qu'on prenne, on remercie les chercheurs, on remercie les médecins et les infirmières qui tiennent bon, on garde nos gestes barrières, voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir un débat et aller au fond? Donc, réguler la finance, faire la séparation des banques, c'est une nécessité. François Hollande avait dit qu'il allait faire la séparation des banques. Il ne l'a pas fait, il faut la faire. Et taxer un peu la spéculation. Je répète, parmi les gens qui m'ont soutenu pendant la grève de la faim, il y a Bruno Coleman, qui est un des plus grands banquiers belges, patron d'une banque privée, et qui dit qu'il n'engage pas sa banque, mais que comme académique, il est aussi à l'Académie royale, il pense que oui, c'est nécessaire, c'est possible. Voilà. Une question de Guy-Philippe Goldstein.
Oui, bonjour monsieur l'eurodéputé. Merci d'avoir rappelé le fond historique, d'avoir bien montré la différence entre avant la période Reagan et ce que nous connaissons effectivement depuis la période Reagan et la nécessité de réglementation. Une question sur cette question de la taxation, et je rebondis en fait sur l'échange qui a eu lieu précédemment avec madame la ministre Olivia Grégoire sur la création de tout ce qui est reporting extra-financier. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, dans le cadre de cette taxation, d'orienter la taxation, peut-être d'une façon simple, entre des entreprises, entre guillemets, qui se comportent bien, qui, lorsque les instruments de déclaration extra-financière seront mis en place, pourraient avoir une bonne notation, et peut-être de réduire leur taxation versus d'autres, de façon à faire peut-être de cette taxation non seulement un outil de redistribution que vous avez évoqué, mais aussi un outil de réorientation de la finance en donnant une incitation supplémentaire. Juste une idée. Oui, alors vous avez raison, ça méritait un débat plus long et plus complet. Par ailleurs, donc je suis rapporteur général du budget, mais je suis aussi shadow rapporteur sur le financement du Green Deal, donc sur l'action du climat. Et le Parlement pense qu'on a déjà avancé sur des indicateurs, ce qu'on appelle la taxonomie, dans tout ce que font les banques ou les sociétés d'assurance. Qu'est-ce qui est bon pour la planète et qu'est-ce qui continue à être catastrophique? On a plein de banques et d'assurances qui font des choses bien, mais parfois, ils ont une filiale qui continue à financer des forages offshore, voilà. Et donc, le Parlement voudrait qu'on dise vraiment qu'est-ce qui est bon, quel est le bilan carbone. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en quelques années, il faudrait des mesures plus fortes. Ça peut être un bonus-malus, comme vous le suggérez, Guy Philippe, mais ça peut être des mesures plus fortes en disant il y a des choses qu'on doit interdire dans quelques années. Barack Obama, vous savez, vous suivez ces questions, il a fait la loi FATCA, pour lutter contre l'évasion fiscale. Il ne s'est pas contenté d'un petit indicateur, ça c'est gentil, comme quand on lit Télérama, il y a le gars qui sourit ou le gars qui fait le cinéma. Voilà. Donc Barack Obama a dit, je veux stopper l'évasion fiscale et plus aucune banque ne pourra travailler sur les territoires américains si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc. Les banquiers ont grogné pendant un an, mais Barack Obama a tenu bon et les parlementaires ont. Et maintenant, il y a la loi FATCA qui fait qu'aucune banque ne peut avoir d'activité aux États-Unis si elle n'est pas transparente pour le fisc complètement. Et des milliards d'euros sont rentrés dans les caisses du fisc américain. Donc, est-ce qu'on est capable en Europe aussi d'encourager les banques et les assurances qui ont des bons comportements et par contre de sanctionner, quitte à dire aucune banque ne pourra avoir une activité sur le territoire européen dans 7 ans si elle continue à financer des forages offshore, si elle continue à financer des industries polluantes. Donc, on a déjà des outils de mesure avec cette taxonomie. Est-ce qu'on en fait un indicateur plus fort, bonus-malus, et puis carrément, on interdit l'esclavage. On n'a pas mis un bonus à un monsieur qui grogne si on continue l'esclavage. On a arrêté l'esclavage, on a interdit. Voilà. Donc, je pense que si on a compris la gravité du problème climatique, et l'autre jour, parmi les gens qui m'ont soutenu pendant ma grève de la faim, il y avait Hervé Le Treut, qui est le chef de tous les climatologues français. Il était d'un pessimisme noir. Et 2 semaines après, une fois que j'avais fini ma grève, je suis allé prendre un verre chez Jean Jouzel, qui est un très grand climatologue, et je lui ai dit, mais attends, je n'ai jamais vu Hervé Le Treut aussi pessimiste. Et Jean Jouzel m'a dit, mais tu sais, Pierre, les chiffres qu'on a eus en 2020 sur le climat, sur le CO2, sur le fond des glaces, on pensait les avoir en 2030 ou 2035. Voilà. Donc, ce n'est pas devant une caméra, si on est juste 3 avec Brigitte, l'épouse de la femme de voilà. Tous les climatologues vous disent que c'est bien pire que ce qu'on pensait. L'évolution du CO2, je le répète, beaucoup de gens pensent de bonne foi qu'avec la crise économique, il y a une baisse des émissions de CO2. C'est vrai pour le CO2 qui vient de nos voitures et de nos usines, mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur en Australie, en Sibérie ou en Californie, où la déforestation, pour nourrir nos cochons et nos poulets, on fout en l'air la forêt amazonienne pour faire du soja. Donc, les feux de forêt ont fait plus que compenser. Et 2020, au total 2020, le CO2 de l'atmosphère a augmenté de 2,4 unités, alors que dans les années 60, quand on a commencé à le mesurer, c'était plus 0,8 par an. Je ne veux pas être trop technique, mais donc il y a vraiment une urgence à changer de modèle. Et ce qui m'énerve, c'est pour ça que j'ai fait la grève de la faim, c'est que quand on parle avec des banquiers, quand je vais à la Banque centrale à Francfort, quand je vois des conseillers d'Angela Merkel, ça se fait par Internet ou par téléphone, parce que voilà, mais je me rends compte comment les esprits évoluent. Je le répète, on a des gens de droite et de gauche. En France, Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, a voulu montrer qu'il me soutenait. On a en même temps les gens d'Altac, les gens d'Extinction Rébellion qui viennent chanter devant le Parlement pour me soutenir, et les gens d'Attac, voilà. Donc maintenant, il y en a marre. J'ai des amis banquiers, donc il ne s'agit pas de condamner les personnes, mais le lobby bancaire, c'est scandaleux, où Jean Jouzel me racontait comment, là, sur la loi sur la conférence citoyenne, Emmanuel Macron avait dit qu'il allait reprendre les propositions de la conférence citoyenne sans les filtrer. Et en fait, c'est pas juste les citoyens concernés, tout le monde dit que ça a été complètement 90% de l'ambition est tombé à l'eau. Et tout le monde vous dit, les gens très différents me disent qu'ils ont assisté aux auditions, et c'est vraiment le lobby bancaire, le lobby du pétrole qui dit encore quelques années, laissez-nous continuer comme ça. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Or, bonne nouvelle, on peut taxer, je répète, on peut taxer la spéculation sans tuer les banquiers.
Vous et moi, on paye de la TVA. Même les gens qui vivent dans la rue, même les SDF, payent de la TVA quand ils vont acheter une boîte de raviolis. Donc, on ne va pas tuer les banquiers. Mais si on a 50 milliards de plus chaque année, on va commencer à isoler les maisons, on va commencer à faire des transports en commun, on va créer des emplois. Rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois. L'argument « touchez pas parce qu'à cause de la crise, il faut protéger l'emploi », eh bien, l'ADEME, les chiffres disent que si on a ce paquet de financement qui arrive en France, si on se dit aux gens du bâtiment qu'ils auront des financements pendant 20 ans et que donc, oui, on peut rendre obligatoire, dire que dans 20 ans, toutes les maisons sont isolées, toutes les écoles, tous les théâtres, eh bien, on va embaucher du monde partout, dans les grandes villes et dans les petits villages. Et rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois. Donc, il y a la marge juste pour protéger. Encore une fois, j'ai des copains qui sont traders, mais eux-mêmes, ils arriveront, ils sont à 24 000 par mois, ils arriveront à vivre avec 15 000. On va les aider au début, mais ils y arriveront, promis, promis. Et par contre, ceux et celles qui sont au chômage et qui vont retrouver un vrai boulot, ce sera plus facile. Et nos gosses vont nous jeter des cailloux dans 10 ans si on n'a rien fait sur le climat. Il y a un site pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent interpeller nos dirigeants. Veuillez m'excuser, taxonslaspéculation.eu. Taxonslaspéculation.eu.